Monsieur le juge président, Monsieur les juges assesseurs, dans la continuité donc de mes plaidoiries commencées le 12 juin 2024, me voici de nouveau devant vous. Me voici de nouveau devant vous pour toujours clôturer les plaidoiries qui ont été faites avant moi par les confrères Almami Samori Traoré, Pépé Antoine Lama et Antoinette Ouedraogo. Monsieur le Président, ceci dit, le 12 juin, pendant toute la journée passée avec vous, j'ai essayé, comme je le pouvais, à vous présenter le président Moussa Dadis Camara, tant dans sa dimension humaine, militaire, d'homme d'État, de responsable, de patriote, et même de prisonniers politiques. Ma vision, et c'est ce qui va être étalé aujourd'hui, était justement d'indiquer dans un premier temps ou de soumettre dans un premier temps des pistes de réflexion. En réalité, des questions pour que dans le secret des délibérations, que ces réflexions se cimentent, se bétonnent dans le subconscient de chacun d'entre vous, membres de ce tribunal criminel, dans l'intériorité de chacun d'entre vous, même si cette intériorité qui doit rester et demeurer ne s'extériorise pas pour ne pas que l'on remette en cause la neutralité, l'impartialité que vous devez incarner à tous égards, y compris entre vous, juges. Ces pistes de réflexion que j'ai appelées des questions sont, entre autres, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, la première, c'est ceci. Est-ce que dans notre pays, l'accomplissement du devoir patriotique est un crime? Je vous ai présenté la dimension patriotique du président Dadis. Interrogez-vous si son attachement inconditionnel à accomplir ses devoirs patriotiques constitue un crime. Si vous trouverez que la réponse est affirmative, ben vous le condamnerez. Mais si vous saviez, et je sais que vous saviez, que la réponse, elle ne l'est pas, il sera donc acquitté, il sera libéré. La deuxième question, Monsieur le Président, c'est bien ceci. Est-ce que dans notre pays, la prise inconditionnelle en main de ses responsabilités de citoyens est un crime, quelle que soit par ailleurs la position que nous occupons? Que nous soyons avocats, que nous soyons magistrats, que nous soyons ministres, que nous soyons présidents,
que nous soyons directeurs de banque, est-ce que pour avoir assumé ses responsabilités en tant que citoyen, en tant que Guinéen, cela peut constituer un fait répréhensible pénalement? Vous comprendrez que la réponse, elle est non. Et dès lors que dans le subconscient, dès lors que dans le secret de vos délibérations, vous répondrez à cette question, je sais que le président Dadis retrouvera ses proches bientôt. La troisième question, Monsieur le Président, c'est à qui ont profité les crimes des événements du 28 septembre 2009? Est-ce qu'ils ont profité au président Dadis? Votre décision aura certainement sa réponse là. Est-ce que ces crimes ont plutôt profité à d'autres personnes? La décision que vous rendrez en ce qui concerne le président Moussa Dadis Camara devra se cimenter là, devra s'inspirer là. Pour vous, membres de ce tribunal criminel, réfléchir à ces questions sera un devoir de conscience. Un devoir de conscience silencieux, une conscience silencieuse qui n'aime pas le bruit, mais qui doit et devrait vous hanter pour que elle ne vous quitte pas, pour ne plus vous quitter. En tout cas, jusqu'au vidé du délibéré, c'est rendu de la décision. Pour vous, membres de ce tribunal criminel, répondre à ces questions sera un acte grave et lourd de conséquences, mais ce sera avant tout un acte de conscience qui vous libérera à la condition unique, mais vraiment à la condition unique de choisir la bonne voie, la meilleure voie. Et cette voie-là, c'est bien celle de l'acquittement et de la libération du président Dadis. Ce sera pour vous l'accomplissement d'un devoir, d'une charge liée à la fonction de juge que vous incarnez quotidiennement, que vous incarnez surtout dans ce procès, dans cette salle d'audience, dans ce temple de Thémis. Parce que ce devoir de conscience vous permettra mieux de comprendre que les massacres du 28 septembre et le lien avec la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara par son aide de camp, qui en réalité, je vais le répéter, n'a été que l'arme du crime. Parce que les mains tenant cette arme-là et qui l'ont lui-même manipulée sont des mains qui viennent d'ailleurs. Ce sont des mains qui sont les mains de véritables commanditaires. Voilà le premier moment de réflexion que je voudrais vous soumettre. Le second moment, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, notre exposé du 12 juin visait à consacrer et définitivement le complot international ourdi contre le président Moussa Dadis Camara, contre le CNDD, contre le gouvernement, contre la Guinée et contre le peuple de Guinée. C'est pourquoi, dans la continuité, je vais me permettre de vous présenter, non sans prendre de risques, je sais qu'il y a beaucoup de risques à prendre en faisant de telles révélations, mais je suis déjà un cabri mort,
je vais vous révéler les véritables acteurs de ce complot international, les rôles que chacun d'entre eux a joué. Et dans la conclusion par laquelle je répondrai à la question que je vous ai posée, c'est-à-dire à qui profite le crime, je suis convaincu que vous serez déjà édifiés. Nous le faisons, Monsieur le Président, sans peur. Nous le faisons sans parti pris. Je vous ai rappelé le serment de l'avocat au début pour vous dire que je serai autant que possible objectif avec moi-même, objectif avec la défense de l'homme que je défends, objectif avec lui, parce qu'aujourd'hui, là où il se trouve assis, il sait que son destin n'est pas uniquement dans vos mains, mais aussi dans notre main, dans la main de ses avocats. Alors, c'est vrai que nous ne sommes que des humains. Son destin n'est qu'entre les mains de Dieu. Et c'est cela la vérité. Nous allons donc le faire, non pas uniquement pour la vérité judiciaire, parce que cette vérité-là, c'est vous qui alliez la prononcer, parce que c'est vous qui êtes la bouche du droit. Mais nous le ferons surtout pour la vérité historique. Parce que chacun de nous, ici présent, doit contribuer en sa façon à aider à écrire mieux l'histoire de notre pays. Nous le faisons enfin parce que ce procès, Monsieur le Président, est très profond. Ce procès a des dimensions qui vont au-delà de la simple dimension judiciaire, de la simple dimension juridique. Ce procès a des dimensions historiques. Ce procès a des dimensions géographiques. Ce procès a des dimensions sociologiques. Ce procès a même des dimensions environnementales. Et notre histoire, nous devons contribuer à l'écrire de manière exacte. Surtout que les ennemis de la Guinée, surtout que les ennemis du président Moussa Dadis Camara, surtout que les ennemis du peuple de Guinée, surtout que les ennemis du CNDD ont tout fait, mais alors ont tout fait pour salir la date du 28 septembre. Cette date historique qui a permis d'annoncer notre accession à l'indépendance le 2 octobre 1958. Cette date qui a succédé au 25 août 1958, ce jour de courage où le premier président de notre pays a eu le courage de dire au colosse de Gaulle que la Guinée choisit la voie de l'indépendance. La Guinée ne choisit pas la voie de la communauté avec la France. Les acteurs de ce complot contre le président Moussa Dadis Camara, contre le CNDD, contre le gouvernement guinéen, contre la Guinée, le peuple de Guinée, étaient organisés en bras ou ailes militaires, en ailes politiques, en ailes diplomatiques, en ailes financières, et existaient tant au niveau interne qu'au niveau international. Il y avait des exécutants constitués de l'aile au bras militaire qui se trouvaient à l'interne dans notre pays, la Guinée. Il y avait des commanditaires constitués d'ailes ou de bras politiques, diplomatiques et financiers. Certains se trouvaient ici, en Guinée. D'autres se trouvaient à l'étranger, tapis dans les capitales occidentales. Les exécutants et ailes militaires du complot ne sont rien d'autre, premièrement, que certains militaires du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, le BA
SP, le camp Koundara à l'époque, l'actuel camp Makambo. Ils avaient à leur tête le commandant de ce camp, le nommé Béguéré. Ce camp a une histoire. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, et je vais parler de cela. Le camp de Koundara, jusqu'à la tentative d'assassinat du président Moussa Dadis Camara, le 3 décembre 2009, était le siège du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle du défunt feu général Lansana Conté. Cette précision est importante et vous la comprendrez plus devant. Ce camp est le fruit de la coopération militaire française. Ce corps a donc été entraîné, encadré et équipé par les Français sous le règne de feu général Lansana Conté. Ce sont les insurgeurs français qui ont inculqué toute la morale, toutes les normes de conduite enseignées aux hommes qui étaient les leurs. Et c'est de ce camp-là que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. J'en veux pour preuve les déclarations même du commandant Toumba, qui a dit publiquement ici avoir vu Béguéré au stade du 28 septembre. Mais qui était le responsable direct de ce camp? À qui devraient se référer les éléments de ce camp? C'était bien le commandant Aboubakar Diakité. Alors le deuxième exécutant. C'était le tout-puissant de ce camp. C'est de lui que dépendait ce camp. Et d'ailleurs, il vous a dit ici, publiquement, qu'il fallait que les gens se réfèrent à lui, et uniquement à lui. Et les événements ont montré que ce camp relevait effectivement de lui. Parce que lorsque la commission d'enquête internationale a été mise en place, et que toutes les personnes devraient se mettre à leur disposition, y compris le président Dadis, il est le seul à s'être opposé à ce qu'on entende deux éléments de ce camp. Il est donc allé les libérer pour aller se retrancher dans ce camp. Et on connaît la suite. Ça veut dire tout simplement que ce camp dépendait de lui. Première chose. Deuxième chose, Monsieur le Président, Monsieur le juge assesseur, le commandant Toumba vous a clairement décrit l'itinéraire qu'il a suivi le 28 septembre 2009. Ce jour, il vous a dit avoir empêché le président Moussa Dadis Camara de sortir. Il vous a dit avoir donné des instructions à son commandant de salon qu'il a lui-même nommé
pour ne laisser sous quelque prétexte que ce soit le président Dadis. Parce que ce dernier, connaissant ses rapports conviviaux, amicaux avec les leaders politiques, avait décidé d'aller les rencontrer pour que cela puisse sensibiliser leurs militants. Alors, mais il vous a dit, après, qu'il était sorti pour aller chercher le président Dadis. Mais il faut que vous vous interrogiez sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Il vous a dit qu'il a appris que le président était allé au stade. Mais il ne vous a pas dit qui lui a fourni cette information. Il aurait dû le fournir. Deuxièmement, il vous a dit, en chemin, être arrivé jusqu'au pont 8 novembre. Lorsque vous apprenez que le président est allé au stade, est-ce que vous avez besoin d'aller jusqu'au pont 8 novembre, alors même que le stade est avant le pont 8 novembre, alors qu'à partir de Madina, il pouvait tout simplement monter, ou bien passer par la route Le Prince. La vérité se trouve où? La vérité, c'est que les éléments du camp Koundara qui se trouvent ici et qui sont allés envahir le stade étaient sous ses ordres et ils devaient se rencontrer au pont, sur le pont 8 novembre. C'est d'ailleurs pourquoi, aussi bien dans les PV d'audition de Cellou Dalein, de François Le Sénifal, de Mouktar et tant d'autres, il a été clairement indiqué que c'est uniquement, alors même que l'ambiance était bon enfant, que quand il est arrivé à la tête de ces militaires, que les tirs avaient commencé. C'est aussi élémentaire. Et on ne peut pas masquer cela simplement parce qu'on a envie de salir un homme, parce qu'on a envie de salir son patron, parce qu'on a envie de salir l'homme qui vous a fait confiance, parce qu'on a envie de salir l'homme pour qui vous avez été conseiller spirituel. La vérité, c'est que c'est à partir du pont 8 novembre qu'ils se sont rencontrés avec la troupe de Begré, qui est sortie du camp Koundara pour aller directement au stade du 28 septembre. Mais une autre chose, toujours à ce niveau, mais le commandant vous a dit, j'en parle, parce qu'indépendamment de lui, on a voulu vous faire comprendre que le président était au stade à Marokana pour étayer sa version. Mais, Monsieur le Président, j'ai produit ici, au débat de cette procédure-là, une photo dans laquelle vous trouviez la résidence du président et la résidence de son aide de camp, le commandant Toumba. Il n'y a que 10 mètres, 20 mètres entre les deux résidences. Ce jour, ils étaient tous là, puisque lui-même a dit avoir confié le président à son commandant de salon, Mohamed Kondé alias Escobar. Pourquoi le commandant Toumba sortirait du camp de la présidence pour aller chercher le président Moussa Dadis Camara au stade, alors même qu'il était plus facile pour lui de rentrer tout simplement à la résidence du président et de voir s'il est là ou pas. Entre parcourir 10 mètres pour se rassurer que l'homme dont on a la protection,
l'homme sur qui on doit veiller, se trouve là et parcourir des kilomètres entiers, venir jusqu'au pont 8 novembre, qu'est-ce qui était plus facile? Qu'on ne nous prenne pas pour des enfants, qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Nous comprenons bien les choses. Il était beaucoup plus facile pour lui d'aller à la résidence de son patron qui se situait uniquement à 10 mètres, à 20 mètres. Lorsqu'il ne le voyait pas, oui, on aurait compris. Alors, s'il ne l'a pas fait, mais pourquoi n'a-t-il pas demandé au commandant de salon qu'il a lui-même nommé, Escobar, à qui il a confié le président Moussa Dadis Camara, en lui interdisant de ne le laisser sortir sous quelque prétexte que ce soit? Vous devriez encore vous interroger là. Il était plus facile pour lui d'aller demander à son commandant de salon où est le président. Cela lui aurait évité de parcourir ce long et très long ou ces longs kilomètres inutilement. Troisième élément, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, entre M. Toumba et le président Dadis, mais il y avait un talkie-walkie. Mais il n'avait même pas besoin de se déplacer pour savoir où il se trouve. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé ce talkie-walkie? Quatrième élément, toujours sur le talkie-walkie, il y avait un talkie-walkie entre Toumba et toute son équipe. C'est d'ailleurs lui qui a doté les éléments de la garde présidentielle de ce talkie-walkie. Mais pourquoi ne pouvait-il pas tout simplement appeler dans ce talkie-walkie pour que tout le monde réponde? Nous sommes là pour que l'histoire de notre pays soit bien écrite. Mais nous sommes là pour éviter qu'on diabolise un homme. Nous sommes là pour éviter qu'on fasse un homme un monstre, alors qu'il est tout sauf cela. Ça, le cinquième élément, Monsieur le Président, entre la résidence du président Dadis, où se trouvait la présidence, et la sortie du camp, il y avait 5 checkpoints, 5 barrages. Pourquoi le commandant Toumba n'a pas cherché à savoir, au niveau de ces checkpoints-là, si le président était sorti? S'il ne l'avait pas vu, si son commandant de salon ne lui avait pas dit qu'il était là, si les talkie-walkie ne lui avaient pas fourni, n'avaient pas permis qu'il ait toutes ces informations-là, pourquoi n'a-t-il pas pris la peine de s'informer auprès de ces checkpoints-là? Surtout que dans cette déclaration, dans la deuxième phase de son passage ici, le commandant Marcel vous a fait comprendre qu'il avait entendu des cris ou des gens qui parlaient de Dadis, 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 comme si un cortège passait. Vous devrez vous interroger, Monsieur le Président. La vérité, c'est quoi? C'est que M. Toumba savait tout. Il savait tout. Il savait tout. Et ce coup a continué. Parce que ce jour, on n'a pas pu disqualifier politiquement un homme. Parce qu'après le 28 septembre, on a compris que l'homme était encore dans le cœur des Guinéens. Il fallait donc l'éliminer physiquement. Si nous taisons cela, nous aurons trahi notre serment. Si nous taisons cela, nous aurons trahi tout ce pourquoi nous portons cette robe. Si nous taisons cela, nous raccrocherons nos robes et nous abandonnerons ce métier noble dont je vous ai parlé dès le début. Mais sur le plan même sécuritaire, Monsieur le Président, et je veux bien rendre hommage à un des anciens gardes
d'un ancien président français. Je veux rendre hommage à celui qui s'est occupé de Mobutu pendant 30 ans. Je veux rendre hommage à celui-là qui s'est occupé de Pascal Lissouba, qui m'ont vraiment aidé à comprendre le fonctionnement d'une garde présidentielle, y compris avec des schémas. Il n'est pas possible, le commandant le sait, lorsque une garde démarre, il n'est pas possible qu'un intrus y entre. Lorsqu'une garde démarre, ça s'appelle le diamant. Quand vous n'êtes pas dans le diamant, quand vous n'êtes pas dans le diamant, que vous soyez ministre de la Défense, que vous soyez chef d'état-major, général des armées, que vous soyez chef d'état-major particulier, que vous soyez la femme d'un président, vous n'avez pas accès. Si vous y allez, on vous abat. Mais quand ces propos sont tenus, ici dans cette salle, devant le monde, mais on est ridiculisé. Mais comment est-ce possible que l'aide de camp vous dise « Je n'ai pas vu le président et j'ai couru pour aller le chercher ». Mais il aurait été abattu parce qu'il n'appartenait pas au diamant formé. L'aide de camp, c'est l'homme de confiance. Il tient la mallette du président. Mais il ne doit même pas être dans la sécurité rapprochée. Parce que ce sont eux qui ont la charge, quand ça ne va pas, d'évacuer le président. Et eux, ils se méfient d'ailleurs de l'aide de camp. Parce qu'à tout moment, il peut porter atteinte à la vie du président. On l'a d'ailleurs vu le 3 décembre. On l'a vu avec le président Sadat. Mais c'est l'aide de camp. Même la garde rapprochée, les éléments de cette garde rapprochée se méfient entre elles. C'est pour ça qu'il y a plusieurs divisions dans une garde présidentielle. Une première division, une deuxième division, une troisième division, peut-être une quatrième qui va s'occuper de la famille présidentielle. Si vous n'aviez pas été dans une des divisions, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas. Alors qu'on ne vienne pas raconter des racontards pour faire comprendre que non, on ne me fait pas, il ne me faisait plus confiance. Alors, parfois, je voyais le colonel Thiebro devant lui, je venais, je l'écartais, je le poussais. Tantôt, je l'ai vu monter et je l'ai pris, je l'ai tapé comme ça, je l'ai jeté. Ce sont des discours enfantins. Ce sont des discours qui ne s'expliquent pas scientifiquement. Parce que ce n'est pas possible. Informez-vous, lorsque le diamant est formé, il n'y a que le président seul, mais lui seul, qui peut dire « je veux que telle personne vienne me voir ». C'est pour ça que dans les cortèges officiels, vous voyez parfois un président qui veut voir une personne demander. Mais même ça, cette personne-là est regardée à la loupe, parce qu'on a peur qu'elle porte atteinte à la dignité, à la vie du président. C'est élémentaire, c'est scientifique. On ne peut pas falsifier cela. On ne peut pas vous faire comprendre que, parce qu'on est aide de camp. Et l'aide de camp, c'est l'homme de confiance. Mais le président, mais il peut avoir 1000 hommes de confiance. Le président a ses propres confidences. Le président peut sortir officiellement. Le président peut sortir à titre privé. Le président peut même sortir pour voir une copine. Et il n'a pas envie que certaines personnes le sachent. Est-ce que parce que vous n'êtes pas allé avec lui, cela suffit pour dire qu'il ne me faisait pas confiance? Est-ce que le fait de ne pas sortir avec lui, cela suffit pour dire qu'il faisait confiance à d'autres personnes? Mais un président peut faire confiance à n'importe qui. Un président doit avoir autour de lui des gens loyaux. Mais des gens loyaux, un chef d'État américain a dit, quand on me demande de faire le choix entre la paix et la loyauté, je choisis la loyauté. Un président ne vous met pas à côté de lui pour sa garde, uniquement pour vos compétences. Il le fait parce qu'il vous fait confiance. Et c'était lui, l'homme de confiance du président. Mais une confiance qui a été trahie de bout en bout et qui s'est achevée par cette tentative d'assassinat contre lui. D'ailleurs, lui seul dirigeait tant le camp Koundara, le camp Kamayen, le GIR, le camp Kwame Nkrumah et également le Petit Palais. Voilà l'autre exécutant du complot ourdi contre le président Dadis. L'autre exécutant, c'est bien le général Sekouba Konaté. Il faut que nous les citons. Nous prenons tous les risques, mais nous le faisons encore une fois. Parce qu'un avocat qui manque de courage n'est plus un avocat.
Le droit, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le savoir, tout le monde peut le connaître. Il suffit juste d'aller à l'école. Mais le courage, quand vous l'avez perdu, arrêtez d'être des avocats. Quand vous n'avez plus un iota de courage, parce que vous avez peur qu'on vous interpelle après, parce que vous avez peur qu'on vous tue après, vous perdez tout, toute votre âme. Je ne perdrai jamais mon âme, monsieur le juge président. Je ne perdrai jamais mon âme, messieurs les juges d'assesseurs. C'est pour ça que je désigne comme le deuxième exécutant ou le troisième, le général Sekouba Konaté. Voyez-vous, c'était encore un proche du président Dadis, l'homme avec qui il a partagé le pouvoir, il a dit lui-même, et tout le monde l'a dit ici. L'homme qui avait accès à lui, armé, pendant que lui, il pouvait être en culotte. Le matin du 28 septembre, Sekouba Konaté a improvisé un déplacement sur Macenta. Mais je vous dirai les raisons tout à l'heure. Il a donc quitté Conakry, sachant que des personnes se préparaient à tenir un meeting. Mais il savait ce qui allait se passer. Déjà, le commandant Toumba vous a dit ici que les troupes du général Sekouba étaient en mouvement. J'ai demandé à des militaires ce que c'est que des troupes en mouvement. Lorsque des troupes sont en mouvement, ils sont prêts à intervenir. Ils sont prêts à accomplir des objectifs ciblés, connus. La partie civile a dit ici que des personnes en provenance de Taouia, résidence du général Sekouba, s'étaient dirigées vers le stade. Dans la déposition de feu Jean-Marie Doré, il a été indiqué que certaines personnes qu'il a trouvées au stade avaient le même modus operandi que les éléments de l'ULIMO. Le général Sekouba, avant de venir comme commandant du Bata, était à Macenta, côtoyait l'ULIMO, était avec eux. Si des éléments parlant anglais, si des éléments ayant la même méthode, utilisant la même méthode que les éléments de l'UNIMO se trouvent ici, raisonnablement, ou tout au moins logiquement. Alors logique, c'est une véritable pierre de touche que chacun de nous devrait apporter à ce qu'on doit construire. Si ces versions sont vraies, qui avait intérêt à envoyer les gens de l'ULIMO? Et pourquoi ce même jour, l'ULIMO qui était à Macenta se trouvait là, mais le même jour, le général Sekouba partait à Macenta? Moi, je pense que dans un raisonnement scientifique, il faut se faire de telles réflexions. Alors, parce que tout simplement, les hommes du général Sekouba, étant en mouvement, étaient prêts lorsqu'on réussissait à faire partir le président Dadis ce jour-là, ce jour du 28 septembre 2009. Parce que les gens de l'UNIMO sont ceux-là qu'on a appelés miliciens. Puisque je vais parler de Kaléa devant. Et un confrère a déjà clairement indiqué que tout ce qui était lié à Kaléa, ce n'était pas des miliciens, parce qu'ils se trouvent aujourd'hui dans l'armée régulière et ils sont très nombreux. Le général Sekouba est donc l'autre exécutant
Mais il n'y a pas eu que des exécutants, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Il y a surtout des commanditaires. Ces commanditaires qui étaient des Guinéens, qui vivaient ici ou ailleurs, mais des commanditaires qui n'étaient pas aussi des Guinéens. Et le premier commanditaire, et c'est l'aile politique, c'est bien le président Alpha Condé. Il était membre du comité d'organisation du meeting. Il est le véritable bénéficiaire. Je parlerai de cela. Mais il a été tellement malin qu'il a abandonné les autres pour partir. Alors même que c'est lui qui avait imposé la date du 28 septembre. Alors même que c'est lui qui l'avait imposé à travers ses maîtres. Je parlerai de ses maîtres. Et Sidya Touré, le président de l'UFR, l'a dit, d'autres l'ont dit. Une transcription a été faite ici. Monsieur le Président, élu publiquement, une conversation qui était passée entre le président Sidya Touré et un ami à lui, un autre politicien. Voici ce qui ressort de cette transcription. Pour aller à Macenta, pour quelle mission? Il n'était prévu nulle part pour entrer le soir et dire « Ah, moi, je n'étais pas là. » Voilà, alors le pion de l'affaire. C'est Sidya qui parle. C'est notre frère. Donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes. Qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Voilà. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire malinqué. Il m'a dit, les jeunes qu'on a envoyés là-bas, c'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux qui ont tiré peut-être, c'est 20% des gens de Dadis. Lui, on l'a trompé, qu'ils vont l'enlever du pouvoir ou faire ceci. Mais ceux qui ont tiré, ce sont les gens là. Donc je donne la piste pour qu'ils posent le problème. Ce n'est pas la peine de me citer. Il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête. Comment est-ce que nous, on a fait, je lis tel que c'est écrit, nous on a fait une réunion politique et depuis le vendredi soir et le lundi matin, on dit qu'Alpha a voyagé en France. C'est lui qui a fixé la date. Et on dit maintenant, Dadis est là. Mais son numéro 2 est en mission à Macenta. Il savait ce qui allait se passer. C'était lorsqu'il y aura problème pour qu'ils disent non, non, lui, il n'est pas mêlé. Il peut prendre sa place. Ce qu'il ne sait pas, il faut dire, de réfléchir bien. Ces gens lui disent qu'il n'a qu'à poser le problème. Je ne vais pas lire tout. Voilà un leader politique qui le dit, qui était membre du comité d'organisation, qui dit ouvertement que la date a été fixée par le président Alpha Condé, c'est-à-dire la date du 28 septembre, et qui vous dit qu'il n'y avait aucune mission à l'intérieur et que le général
est parti pour qu'en cas de cas, il vienne à la place du président Dadis. Ça veut dire tout simplement qu'il le savait déjà et que c'était les commanditaires. L'autre élément du complot international, c'est bien Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères de la France en 2009, en tout cas à l'époque des faits, c'était le véritable soutien politique d'Alpha Condé. Parce que c'était le moment où jamais, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, il fallait peser pour aider son frère jumeau. C'est lui qui l'a dit ici publiquement en levant sa main devant tous les Guinéens. Et c'est lui qui, juste quelques jours après, a été auditionné par la commission parlementaire, une commission parlementaire en France. Et il avait déjà tenu pour responsable le président Dadis sans aucune enquête préalable. Il a même comparé à Idi Amin. Un événement s'est produit. Un président en exercice se bat pour le régler. Il met en place des commissions qui règlent tout. Il tient une médiation. Il envoie des personnes auprès d'un médiateur. Il s'entend avec les partis politiques, avec tout le monde. Il décide d'une enquête. Ils disent, pendant que les enquêtes sont en cours, on n'interpelle personne, ni dans le rang des civils, ni dans le rang des militaires. Aucune enquête, ni au niveau national, ni au niveau international, est menée. C'est un ministre des Affaires étrangères qui va chez lui, gaillardement, et qui tient de tels propos à l'égard d'un président d'un État souverain. Nous ne pouvons pas cacher cela. Parce qu'ils avaient déjà tout organisé. Ils avaient déjà tout planifié. Tout était coordonné pour qu'à la fin, on dise, c'est le président Moussa Dadis Camara. Mais il n'était pas seul. Parce qu'il y avait également le président Nicolas Sarkozy. Je rappelle que le véritable chef de la diplomatie française, c'est bien le président de la République française. Vous l'avez vu au Niger il n'y a pas longtemps, quand il n'a pas voulu que l'ambassadeur de la France au Niger entre au pays, mais il n'est pas entré. Sa vie a été mise en danger. Il est resté cloîtré à l'ambassade. Il a été privé de tout, mais il n'était pas rentré. On n'a pas entendu un ministre des Affaires étrangères parler. Parce que c'était lui, c'est lui le véritable chef de la diplomatie. Alors, l'autre commanditaire, c'était bien Jean Grabling. Jean Grabling, Monsieur le Président, c'était l'ambassadeur de la France en Guinée en 2009, en tout cas au moment des faits. Il était le plus actif. C'est celui-là qui a menacé les partis politiques du retrait du soutien de la France si ces partis politiques ne sortaient pas le 28 septembre 2009. Ces propos ont été rapportés par feu Ahmed Tidiane Cissé, qui a été ministre d'Alpha Condé pour être récompensé. Un ancien ministre d'Alpha Condé, je crois ministre du patrimoine historique, je ne sais plus exactement. Et ce dernier a raconté devant le comité de médiation composé du Premier ministre, Lansana Komara, du ministre de la Coopération internationale, Koutoubou Sano, de la représentante des anciens ministres et parlementaires, Hadjassaran Dalaba et autres, que nous irons parce que l'ambassade nous a clairement dit que si nous ne partons pas,
si nous ne sortons pas ce jour-là, le 28 septembre 2009, la France nous retirera tout son soutien. D'ailleurs, l'ambassade de France n'a pas cessé de faire pression après. Puisque c'est dans cette entreprise justement de falsification de l'histoire de notre pays, c'est son responsable improvisé des renseignements que je connais très bien, juriste de formation et d'ailleurs magistrat à la base, qui a emprunté la voie de la diplomatie, qui m'entend. Je sais qu'il m'entend parce qu'il ne peut pas ne pas m'entendre, sachant que je suis en train de plaider. Mais c'est lui qui m'a invité à l'ambassade de France ici, parce que nous avions, lui et moi, deux amis communs, un membre de mon cabinet et une avocate inscrite au barreau de Paris et du Cameroun. Il m'a invité pour m'informer que l'ordonnance qui vous saisit, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, était disponible et que l'ordonnance est prise comme ils ont voulu, mais il y a trop de failles dans l'ordonnance et qu'ils voudraient que nous en parlions. Ma réponse a été très cinglante. Ma réponse a été ceci. Est-ce qu'un membre de l'ambassade de la Guinée en France se permettrait d'inviter l'avocat de Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État, à aller à l'ambassade de Guinée pour discuter d'une procédure franco-française? Aux dernières nouvelles, il a été envoyé au Cameroun. Voilà un autre qui continuait. Mais je n'oublie pas, monsieur le Président, monsieur les assesseurs, l'Union européenne. Lorsque vous parlez de la France, vous parlez d'eux. Je n'oublie pas la communauté dite internationale. Rappelez-vous, chacun, ce qui s'est passé entre le président Dadis et le représentant de l'Union européenne, par ailleurs ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée. Avec le recul, on a compris que les questions qu'il posait étaient aussi prétentieuses qu'aucun diplomate africain, aucun diplomate guinéen ne pouvait se permettre de poser telle question à un chef d'État occidental. Et d'ailleurs, l'histoire a donné raison au président Dadis, parce que les mêmes questions étaient posées au président Alpha Condé. Et c'est lorsqu'on lui posait cette question qu'il montrait son côté impulsif. Il faut que l'on comprenne que l'origine, que les comploteurs contre le président Dadis viennent de là. Mais je n'oublie pas, monsieur le Président, messieurs les juges d'assesseurs, certains organisateurs de ce meeting. Oui, certains organisateurs de ce meeting qui se sont laissés duper par les autres, tel le président Alpha. Le président de l'UFR vient de le dire. Je viens de vous dire ce qu'il a dit. Ça a été lu ici. Ils se sont laissés duper par les autres qui avaient des intérêts cachés, qui avaient des intérêts autres que ceux officiels. Je les accuse d'avoir défié l'autorité de l'État. Je les accuse de n'avoir pas respecté la notabilité. Je les accuse de n'avoir pas respecté les religieux. Mais, Monsieur le Président, lorsque je parle de complot international, je n'invente rien, ce sont des faits. Et les faits sont têtus. Je n'invente rien parce que ce que je dis est d'ailleurs étayé par des déclarations
de certains leaders politiques, et pas les moindres, des leaders politiques dont les partis étaient membres du comité d'organisation du meeting, mais aussi de certains diplomates occidentaux. Le président de l'UFR, dans cette communication dont j'ai parlé tout à l'heure, vient de prouver que le président Dadis a été objet d'un complot. Un complot organisé par Sekouba, un complot organisé par Alpha Condé, qui les a trahis et qui est parti. Un complot organisé à l'international. Mais à côté, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, en 2015, lors des campagnes pour les présidentielles, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, s'est rendu à Koulé. Koulé, c'est le village, ou c'est la sous-préfecture, ou la ville natale du président Dadis, pour y faire campagne. Dans son discours des circonstances, il a promis, une fois au pouvoir, qu'il ne ménagerait aucun effort pour faire venir le président Dadis. Il avait indiqué que le président Dadis était prisonnier de gens qui ne voudraient pas la vérité sur les événements du 28 septembre, de gens qui avaient organisé cela. N'étant pas content, le ministre Papakoli Kourouma, qui était ministre de la République et qui battait campagne pour le président Alpha Condé, avait sur Zoma cherché à égratigner le président de l'UFDG pour faire comprendre que ce qu'il dit n'est pas vrai et que si le président Dadis avait des problèmes, c'était bien eux, plutôt, qui avaient comploté contre lui pour le mettre dans ses problèmes et qui ne devrait pas partir juste à la quête d'électorat, à la quête de voix, dire des absurdités. Voilà la réponse que le président Cellou Dalein Diallo a donnée. Je vais vous lire exactement cette réponse pour que vous compreniez une fois pour toutes que si nous parlons de complot, nous n'inventons pas, c'était une réalité. Voici ce qu'il dit. Je le cite. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège en croyant, comme ils ont manigancé, que Dadis était coupable. Comment? Je ne suis pas Dieu pour connaître tout, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je lui ai rendu visite à Ouagadougou, et il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le serait-il? Non. Dadis, ce n'est pas un hypocrite. C'est ça. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort, vous leur verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papakoli, si la seule raison de son soutien à Alpha Condé en 2010 était pour le retour de Dadis, alors pourquoi il est resté avec lui jusqu'aujourd'hui en battant campagne 2 fois pour lui, oubliant même le sort
de Dadis. À sa place, je quitterai Alpha Condé après 1 an pour un non-respect de son engagement. Mais il est resté avec lui pendant 5 ans, puis 10 ans. Rien n'est fait. Dadis est toujours au Burkina et lui, Papa Koli Kourouma, est toujours avec Alpha Condé, sachant qu'il ne fera jamais venir Dadis en Guinée, encore moins le blanchir. Donc il suit l'argent. C'est maintenant que Papa Koli peut se déplacer pour rencontrer la population de la Guinée forestière. Lorsqu'ils ont été victimes d'attaques, tués, enterrés dans une fosse, et pire, emprisonnés, il ne l'a pas fait pour les soutenir. Il sera là-bas pour son intérêt personnel. Ça vient d'un membre organisateur du meeting du 28 septembre. Ça vient d'un homme qui était au stade du 28 septembre, à la loge officielle. Ça vient d'un homme qui, dès le début, a accusé de tous les maux le président Dadis. Ça vient d'un homme qui vous dit, avec le temps, il a compris le complot national, le complot international organisé contre le président Dadis. Alors, l'avocat que je suis, Monsieur le Président, je ne suis que la voix du président Dadis qui aujourd'hui est sans voix. Je ne suis que celui qui porte cette voix-là. Et je le dirai ici plus haut qu'ailleurs qu'il a été victime d'un complot international. Et ce complot, tous les Guinéens le savent. Mais tout le monde fait semblant de ne pas le savoir ou de ne pas en parler.